Bonjour, merci à toutes et à tous de nous rejoindre en salle de presse pour notre point de presse quotidien. Nous sommes aujourd'hui le mardi 19 mai. Nous avons une série d'annonces à vous faire aujourd'hui. First of all, this afternoon, Vice President Šefčovič and European Investment Bank Vice President McDowell are meeting with industry members of the European Battery Alliance. They will discuss the impact of the pandemic on the battery value chain and analyze ways the European Battery Alliance can contribute to the recovery. Vice President Šefčovič and EIP Vice President McDowell will hold a press conference at 4 p.m. today to debrief you on the meeting. Ensuite, demain, le Collège discutera et adoptera 2 paquets importants. Premièrement, le paquet de printemps du semestre européen qui comprend les recommandations par pays. Celles-ci fourniront des orientations de politique économique à tous les États membres dans le contexte de la pandémie du coronavirus, à la fois pour répondre à l'impact immédiat de la crise et pour relancer une croissance durable à moyen terme. Le vice-président exécutif, M. Dombrovskis, et le commissaire Gentiloni et le commissaire Schmit vous présenteront le paquet demain à 11h. Ensuite, le Collège adoptera la stratégie sur la biodiversité et la stratégie dite de la ferme à la fourchette ou de la ferme à la table pour ceux qui mangent avec des baguettes ou de la ferme à l'assiette. Choisissez votre traduction. Conformément au Pacte vert européen, ces stratégies proposent des actions et des engagements ambitieux de l'UE pour stopper la perte de biodiversité et garantir que nos aliments soient équitables, sains et respectueux de l'environnement. Une conférence de presse du vice-président exécutif Frans Timmermans, de la commissaire Kyriakides et du commissaire Sinkevičius aura lieu après la conférence de presse sur le semestre européen. Celle-ci sera suivie d'un briefing technique off the record sur la stratégie sur la biodiversité et la stratégie de la ferme à la fourchette. I now call on Johannes for an announcement on EU-funded research and innovation. Yes, thank you, Eric. Today we have mobilized another 122 million euros from Horizon 2020 for urgently needed research projects into coronavirus. This contributes to the Commission's 1.4 billion pledge to the Coronavirus Global Response Initiative that the President initiated on the 4th of May, and complements a range of EU-funded research and innovation actions which are already in place. The projects will aim to repurpose manufacturing for rapid production of vital medical supplies and equipment needed for testing, treatment, and prevention. They will also develop medical technologies and digital tools to improve detection, surveillance, and patients' care. And they will help us improve our understanding of the impacts of the epidemic, leading to better treatment and prevention in the future. More information about this call is available in a press release. Thank you, Johannes. I would now like us to connect to Marta for the announcement on SURE. Hi, Marta. Go ahead. Good afternoon, Eric. Thank you. So this morning, the EU member states have adopted SURE, the 100 billion euro instrument for temporary support to mitigate unemployment risks in emergency. It's been actually just 6 weeks since the Commission made its proposal, which shows that the Council has adopted this proposal in a record time. As a reminder, SURE will support member states in protecting the jobs and workers affected by the coronavirus pandemic by providing up to 100 billion euros in loans on favorable terms. These loans will help fund member states' short-time work schemes and similar measures, as well as some ancillary health-related measures at the workplace. They have been put in place to ensure workers and the self-employed continue receiving a proper income. This will also help businesses retain their staff and ensure that they can work in a safe environment. The final step before the money can flow in to all member states is that the member states voluntarily commit and sign their guarantee agreements with the Commission. So we obviously encourage them to do so as quickly as possible. Thank you. Thank you, Marta. Et j'appelle maintenant Virginie pour une annonce concernant la prochaine conférence des donateurs pour le Venezuela.
Indeed, as the High Representative Vice President Josep Borrell announced at the end of the Foreign Affairs Council last Friday, the European Union and the Spanish government will co-chair a conference next week, so the 26th of May, it will be a conference, an international donors conference in solidarity with Venezuelan refugees and migrants in Latin American countries. It will be also, the co-conveners will also be the UN Refugee Agency, UNHCR, and the International Organization for Migration, IOM. This conference will take place, of course, virtually, coordinated between Madrid and Brussels. The objective is to renew focus of the international community about this unprecedented crisis, mobilize resources to support the displaced population and the main host communities. We will also seek to tackle the situation which has been aggravated by the coronavirus and to facilitate greater commitment and coordination of key actors. The European Union is a leading donor for the Venezuelan people, and it stands committed to continue its support. At the conference, along with the High Representative Vice President Josep Borrell, Commissioners for Crisis Management Lenarčič and Commissioner for International Partnerships Urpilainen will also participate. And over 66 stakeholders will take part, along with United Nations agencies, international financial institutions, and national and international civil society. A press conference will follow the conference, and we will give you more details as soon as possible. Merci Virginie. Enfin, je terminerai nos annonces par la liste des vidéoconférences d'aujourd'hui. Le vice-président exécutif Dombrovskis et le commissaire Gentiloni représentent la Commission à la réunion informelle du Conseil des affaires économiques et financières, ECOFIN, par vidéoconférence qui se déroule en ce moment même. La Commission présentera une mise à jour de son évaluation de l'impact économique de la pandémie et la BCE fournira un aperçu de la situation financière. Les ministres seront invités à échanger sur les progrès réalisés à ce jour, sur les mesures prises pour répondre à la crise au niveau de l'Union européenne, y compris le Fonds de garantie pan-européen de la BEI. Les ministres devraient également procéder à un échange de vues sur la base de la récente communication de la Commission sur la lutte contre le blanchiment d'argent et de la méthodologie révisée pour recenser les pays tiers à haut risque. Une conférence de presse avec le vice-président exécutif aura lieu après la réunion. Par la suite, la commissaire Gabriel assistera aujourd'hui aux vidéoconférences des ministres européens de la culture et des ministres européens de la jeunesse. Les ministres européens de la culture feront le point sur les mesures prises pour soutenir la culture et les médias dans le contexte de la pandémie. Ils discuteront également de ce qui devrait être fait pour permettre au secteur culturel et créatif de reprendre leurs activités dans la levée progressive des mesures de confinement. La vidéoconférence des ministres de la jeunesse de l'UE discutera notamment de l'accès des jeunes à l'emploi et aux services, ainsi que des mesures qui peuvent être prises au niveau national et européen pour soutenir le secteur de la jeunesse. Ceci clôt notre série d'annonces et nous pouvons donc passer à vos questions. Je vois une question de Radio France Internationale, mais je ne sais pas si... Pierre. D'accord, je ne vois pas ton nom, Pierre, mais voilà, tu as la parole. C'est bon, ton micro est branché, tu peux parler. Réappuie sur le bouton. Pierre, nous t'avons perdu. Voilà, vas-y, tu es branché, vas-y. Si ça marche. Non, il semble y avoir un problème, donc nous reviendrons vers toi, Pierre. Pour le moment, nous allons passer à Lily Bayer, Politico. Hi, Lily.
Can you hear me? Yes, go ahead. Thank you. I have two questions. The first one is, President Donald Trump has threatened to permanently stop contributing to the World Health Organization. Does the Commission have a response to that? And the second thing is, yesterday we saw the Franco-German initiative on recovery funding. From the Commission's perspective, does this initiative change or somehow impact the proposal that you're working on? Are you taking it into account directly? Thank you. All right, Lily, we'll take your questions on the WHO first and see if there are any other questions on this issue before turning to the Franco-German proposals from yesterday. Virginie. Hi, thank you for your question. In fact, we had unfortunately already the opportunity to answer this question at the time when the President of the United States threatened to, well, actually suspended the funding to the WHO. The European Union supports international cooperation and multilateral solutions in this crisis, in the pandemic crisis. I mean, I think we had the opportunity to say it several times. This is the time for solidarity. It is not the time for finger pointing or undermining multilateral cooperation, especially today as we are waiting for the approval, which should come hopefully in the next hours, of a resolution which has been presented by the European Union and its member states at the World Health Assembly. The European Union backs the WHO in its efforts to contain and mitigate the COVID-19 outbreak and has already provided additional funding to support these efforts. Again, global cooperation and solidarity through multilateral efforts are the only effective and viable option to win this battle, as we have underlined several times. Let me also stress that the resolution that we spoke about yesterday and that is being presented at the World Health Assembly has an inclusion about the need at some point to draw lessons to be learned in the way the international community and including the WHO handle were able to respond to the crisis at the appropriate timing. But again, now is the time to really strengthen our multilateral organization and to work together so that we can face and confront and answer this crisis together. Okay, thank you. I would like to continue and see if there are other questions on WHO-related issues. So please only keep your hand up for the moment if it is the case. Okay. Philippe Leroux, you need to activate your micro. Oui, il faut activer ton micro en haut à gauche sur l'écran. Pendant que tu essayes de le faire, Mose, let's move to you. Go ahead. Thank you, Eric. Yes, I have indeed a related question about this resolution on World Health Organization. As you know, media has reported there have been calls on an international investigation of WHO's response to the outbreak of the coronavirus. And I think that that is also supported by the European Union, if I'm not wrong. So I would like to ask in that context, if the EU supports such an investigation, how and by whom should it be carried out in order to be fully transparent? And connected to this, you may also ask whether it's appropriate already now to carry out perhaps not an investigation, but some kind of audit of the Commission's response to the outbreak. I think that we discussed before. On the one hand, it may be too early to do it. The crisis is not yet over. But on the other hand, as Virginie said, there's a need to learn lessons
and the earlier the better in case there would be a second wave of the coronavirus. And I wouldn't be surprised if there would be calls from members of the parliament to the European Court auditors to carry out such an audit as soon as possible. Thank you. Virginie, on the WHO investigation. Thanks. So there are two aspects, and I think I'm going to use this opportunity to maybe clarify what's in the resolution. One aspect is the draft resolution calls to initiate at the earliest appropriate moment an impartial, independent and comprehensive evaluation to review lessons learned from the international health response to the coronavirus, notably with the objective of strengthening future global health security preparedness. So the draft resolution call on all of us to evaluate our performance, and well, in fact, this should be very much a normal process leading to stronger global health security. That's one thing. The other element is the call, is the resolution highlights the importance to understand the origin of the virus, how it could basically spread, and how it came in particular from possible animal sources. So more clearly, the resolution highlights the importance of identifying the zoonotic source of the virus and how it spreads to humans, including through efforts such as scientific and collaborative field missions. And this is very important, of course, to prevent further global crisis, and also because it could really contribute to the knowledge we have about this virus, to the research that is ongoing for treatments, medicines, and vaccines. And this is why we hope that this work can be accelerated. Again, we can only defeat this pandemic through global efforts and cooperation that includes all partners. Merci Virginie. On your second question, Mose, you focused your question on the need for an audit of the Commission response. We have always said, obviously, that the time would come to draw the lessons from our response to the coronavirus crisis. It is clear that the response was and is a joint endeavor. In many areas, as you know, the Commission has to act hand in hand with the member states, because it is the member states, in fact, who have the prime responsibility in the area concerned, in particular in the area of health. So indeed, it will be important to look at the way our systems and procedures have worked. And I'm sure that when the time is there, the Commission, with all of its partners, will draw the lessons from this, indeed, in order to prepare for future such possible events. Mose, briefly, please. We've lost you. Yes, this is connected with a proposal last week by the President about a European health program. And I wonder if it somehow is linked perhaps to proposals, ideas recently about a new so-called European Health Union, which might, let's say, include even treaty changes to give the Commission more competencies to fight to prevent a pandemic. Could you please clarify that a bit? Okay. Mose, I'm not going to go into details on this. As you know, the Commission will be coming forward next week with its proposal for a revised MFF and the recovery instrument. All of this in the context of the recovery plan. Indeed, the President mentioned such a program in her speech last week at the European Parliament, but we will come back and present our ideas more concretely next week on this issue. Any other questions for Virginie on this? I see James Wilson.
of international cooperation with all relevant partners, will the Commission consider granting observer or recommending observer status for Taiwan at the World Health Assembly? This is something that has been supported by the Health Minister of New Zealand and by more than 100 members of the European Parliament. James, if I can allow one comment. Every day when you ask a question, you start asking your question so quickly that we always lose the beginning of it. So you need to wait a little bit before you start asking your question, that actually you have activated your microphone and that we can hear you, okay? Because we always lose the beginning. Nevertheless, I think the gist of your question was understandable, related to Taiwan and the WHO. I pass the floor to Virginie. Thank you. So I stated in our joint communication on elements for a new EU strategy on China, the European Union promotes practical solutions regarding Taiwan's participation in international frameworks, wherever this is consistent with the European Union's policy, which is One China's policy, and the EU's policies objective, and this applies to the WHO. In general, and as well as in this particular case of the coronavirus outbreak, we make an effort to discuss with partners and seek practical solutions to include Taiwan in meetings where its technical competence and capacities bring an added value. Thank you. Je vois que Christian a demandé la parole. C'est sur le même sujet, Christian? Appuie sur Speak. Voilà. Oui, vous m'entendez? On t'entend très bien, merci. Je ne sais pas si ma question s'adresse à Virginie ou à Peter, parce qu'en fait, je quitte l'OMS pour passer en affaires étrangères à Israël. Alors, attends une seconde, on va voir s'il y a encore des questions OMS. Okay. Et je note, on a plusieurs questions. Tibor, is your question... Oh, okay. Your hand is no longer raised. Anna, une question sur l'OMS. Appuie sur Speak. Je vois la caméra branchée, mais... Anna, oui. Vas-y, appuie sur Speak. Essaye encore une fois. Voilà. Go ahead. Vas-y. J'ai la question à Virginie concernant les élections au Burundi. Mais c'est à Virginie, mais ce n'est pas OMC. D'accord. Je ne vois pas d'autres questions sur l'OMS, donc on va rester avec Virginie avant de passer à d'autres sujets. Donc, vas-y. Moi, j'ai la question concernant les élections au Burundi. Lorsque il y a beaucoup de craintes que les élections vont provoquer la vague des contaminations d'électorat de la population pendant l'épidémie des Covid. C'est la première partie des questions, qui est la position de la diplomatie européenne. Et la deuxième partie de la même question, comment voyez-vous la situation quand la diaspora burundaise est exclue de la communication, de l'élection? Merci Anna. Virginie. Merci Anna. Comme tu l'as vu, nous avons publié ce matin une déclaration sur les élections au Burundi qui vont se tenir demain. Des élections qui se tiendront au terme d'une campagne électorale marquée par une grande implication citoyenne, et ce malgré plusieurs incidents. À la veille de ce rendez-vous important, l'Union européenne appelle tous les acteurs politiques à honorer leurs engagements qui avaient été pris dans le cadre du Code de conduite électorale signé en décembre dernier et à contribuer ainsi à la tenue d'élections libres, transparentes, crédibles et apaisées.
La Commission de l'Union africaine et le Secrétariat des Nations unies ont également publié un communiqué auquel l'Union européenne s'est associée pleinement. Ce communiqué appelant tous les acteurs politiques à s'abstenir de tout acte de violence, de propos haineux et à privilégier le dialogue. La population burundaise, que l'Union européenne n'a jamais cessé de soutenir, doit voir ses aspirations reconnues et il est à ce titre indispensable que le processus électoral se passe sans entrave et sans violence. Plus spécifiquement sur ta question par rapport à l'impact du coronavirus, nous suivons autant que possible la situation sanitaire au Burundi et d'ailleurs nous y avons, l'Union européenne, la Commission européenne, il y a plusieurs projets dans ce domaine, y compris des activités de prévention et aussi dans le cadre de la coordination de la réponse. Nous avons dit, et je le répète, et ça a fait le lien avec les questions précédentes, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, reste un partenaire absolument indispensable pour l'Union européenne et nous avons noté que l'OMS a souligné son intention de continuer à coopérer avec le Burundi dans tous les domaines de santé, y compris la pandémie. Le haut représentant, vice-président Josep Borrell, a lui-même relayé à plusieurs reprises ce soutien ferme de l'Union européenne et a réitéré la nécessité de continuer à travailler ensemble dans le cadre multilatéral pour lutter contre la pandémie. Donc nous sommes bien évidemment conscients que la pandémie pourrait compliquer la tenue des élections au Burundi comme ailleurs. C'est effectivement, la pandémie a compliqué beaucoup de choses et les élections en font partie. Mais à ce stade, je n'ai pas plus d'informations à te donner. Et pour ce qui concerne la diaspora, je reviendrai vers toi cet après-midi. Merci Virginie. Alors, passons maintenant à Christian et ta question pour Peter sur Israël. Merci Virginie. Christian, est-ce que tu es encore avec nous ? Vas-y, clique sur Speak. Voilà. Oui, ça y est, là tu m'entends, bravo. Oui, j'ai lu la déclaration qui a été publiée au nom de Josep Borrell hier, avec une mise en garde assez ferme et un ton assez ferme vis-à-vis d'Israël, mais elle n'est qu'au nom de Josep Borrell. Et ma question est toute simple, est-ce que ça veut dire qu'effectivement, il lui a été impossible d'avoir l'unanimité des 27 ? Je crois savoir qu'il y a 2 États membres qui ont refusé de souscrire à cette déclaration. Et donc ma question, c'est est-ce que l'Union européenne n'est pas affaiblie par cette incapacité à effectivement adopter un ton très dur vis-à-vis d'un État qui est en train de faire, comme a dit Jean Asselborn, la même chose que la Russie vis-à-vis de la Crimée. Merci. Merci Christian. Je passe la parole à Peter. Merci Christian, merci Eric, bonjour. Je pense que le haut représentant Josep Borrell était très clair le vendredi dernier dans la conférence de presse après la discussion des ministères des Affaires étrangères qui ont discuté aussi le processus de paix et aussi le développement dans Israël. Il y a l'unité de l'Union européenne parce que les positions de l'Union européenne sont très fortes et très claires. Ils ont formulé dans la déclaration de Josep Borrell d'hier et ils sont très clairs. Donc, notre position sur la solution du conflit israélo-palestinien, c'est la solution qui est base à les 2 États et les négociations de les 2 parties. Ce que c'est très clair pour l'Union européenne, c'est que le droit international doit être respecté. C'est très clair et on a dit dans la déclaration des représentants aussi qu'on félicite le nouveau gouvernement israélien. On a souligné la nécessité et le fait que nous sommes prêts à coopérer très constructivement avec le nouveau gouvernement et que nous allons utiliser tous les moyens diplomatiques que nous avons pour communiquer avec notre partenaire israélien notre position. Donc, pour moi, c'est très clair que les positions ne changent pas.
L'unité européenne, c'est dans le domaine de la nécessité pour le respect pour le droit international et aussi le soutien pour la solution des conflits israéliens-palestiniens basés à la solution des deux États et les négociations directes entre les deux partenaires. Ouais, excuse-moi si je peux relancer, mais là... Tu t'es coupé la parole, je crois. Voilà. Oui, je voulais relancer. J'ai un problème avec l'unité de l'Union européenne. Je veux dire, on n'a pas d'unité de l'Union européenne lorsque la déclaration n'est pas souscrite par les 27 États membres de l'Union européenne. Or, manifestement, il y a 2 États membres qui ont refusé de souscrire à cette déclaration. Est-ce que ça veut dire que l'Autriche et la Hongrie soutiennent le wording qui est grave concern, qui est strongly urge et qui demande à Israël de renoncer à l'annexion de territoire palestinien? Ça veut dire qu'ils sont d'accord avec ça ou ils ne sont pas d'accord avec ça? Parce qu'on a une déclaration du haut représentant, elle vaut ce qu'elle vaut, elle a son poids, mais si elle n'est pas souscrite par 27 États membres, pour moi, ce n'est pas l'unité des 27. Je suis désolé. Je peux seulement répéter que cette déclaration, c'est une déclaration qui répète les positions de l'Union européenne qui sont très connues. Et si vous avez observé les réactions, il n'y a pas aucun signe de désaccord des côtés des pays membres avec sa déclaration. Au contraire, si vous regardez les réactions des pays membres, des nombres de pays membres, on a déjà exprimé le soutien pour cette déclaration. Mais je voudrais aussi souligner, nous ne sommes pas dans le fond du processus. Nous sommes en processus. Nous avons un gouvernement nouveau en Israël. On a publié une déclaration pour faire félicitations à ce gouvernement, pour déclarer que nous sommes prêts à travailler dans une manière très constructive. Et nous avons répété les positions européennes qui sont agréées par tous les pays membres. Ce n'est pas rien de nouveau dans cette déclaration. Donc, c'est une félicitation pour le nouveau gouvernement des côtés des hauts représentants. Mais comme je dis, il y a un nombre de pays membres qui ont soutenu déjà sa déclaration et les autres vont suivre. Et il n'y a pas État membre qui ait un désagrément avec cette déclaration parce que la déclaration répète les positions européennes. Merci, Peter. If you can switch off, voilà. Okay. Now, Tibor, I would like to know whether it's a question on external affairs for Peter. Not for Peter and not for external affairs, it's on migration. Okay, then hold on, because we have lots. Then I need to come back first to the questions on the Franco-German proposal from yesterday. We had a question, very difficult to hear from Lily, but which I understood related to our reaction to the Franco-German proposal. You know that we issued a statement yesterday following the statement made and the press conference held by President Macron and the Chancellor. And in particular, President von der Leyen said that she welcomed the constructive proposal made by France and Germany. It acknowledges the scope and the size of the economic challenge that Europe faces and rightly puts the emphasis on the need to work on a solution with the European budget at its core. This goes in the direction of the proposal the Commission is working on, which will also take into account the views of all member states and the European Parliament. So quite clearly, we continue to work on our proposal. We are happy to see that there is progressive convergence towards our ideas and our proposals, and we will come back to this in more detail next week once the proposal has been adopted. Now, I know that Pierre, tu avais une question sur ce sujet. Je pense que tes problèmes de micro ont été réglés, donc je voudrais te passer la parole. Il suffit que tu appuies sur le bouton Speak. Ah, on me dit que tes problèmes de micro n'ont pas été
n'ont pas été réglés, ne sont pas encore résolus. Je suis désolé. Lily, you wanted a follow-up. So we'll pass you the floor. You need to press speak. Yes. I hope you can hear me better now. I was wondering if you could specify whether the Franco-German proposal will impact the structure that was already announced by President von der Leyen, because there's obviously quite a difference between the structure that the president outlined to the parliament and some of what was in the Franco-German initiative. Thank you. Clearly, the proposal which the Commission is going to come forward with is a comprehensive proposal that will look at all the different elements of the MFF and, on top of that, of the recovery instrument, and how the recovery instrument will help strengthen various strands, either new or existing, of the MFF. So the Franco-German proposal addresses part of what the Commission will propose, and at the same time there were other elements in the Franco-German statement of yesterday that did not deal, strictly speaking, with the MFF and recovery instrument proposal that we will make next week. So if you wish, there is a sort of partial thematic overlap, but clearly not complete. So, Philippe Lerue. Voilà, si tu peux appuyer sur Speak, nous te passons la parole. Oui, voilà. Si vous m'entendez. Oui, mais voilà, ça rejoint un peu la question précédente. Est-ce que très concrètement, le plan franco-allemand serait repris dans le CFP ou est-ce qu'il s'inscrirait dans les mesures exceptionnelles pour faire face à la pandémie qu'a déjà évoquée dans le passé Madame von der Leyen? Mais écoutez, nous réjouissons du fait que la France et l'Allemagne aient exprimé hier une position et fait des propositions qui clairement vont dans le sens de ce sur quoi la Commission est en train de travailler. Mais la Commission est aussi en contact avec les autres États membres de l'Union européenne, avec le Parlement européen, avec le président du Conseil européen, et elle est en train de travailler sur sa proposition. Il y a évidemment beaucoup d'autres choses, beaucoup d'éléments qui doivent entrer dans notre proposition, et nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour décider ou pour dire que nous allons reprendre telle ou telle proposition d'un État membre dans le cadre de ce que nous allons proposer la semaine prochaine. Je crois malheureusement qu'il faut que vous attendiez encore quelques jours avant que nous puissions vous dévoiler l'entièreté de notre proposition. Mais ce qui est clair, c'est que depuis le début, nous avons dit que nous souhaitions utiliser le cadre financier pluriannuel comme outil central de notre politique de relance, que nous souhaitions y associer ce qu'on appelle cet instrument de relance, Recovery Instrument, qui sera financé par l'utilisation de la marge qui existe entre le plafond du cadre financier pluriannuel et le plafond des ressources propres, un plafond que nous souhaiterions augmenter afin de dégager des ressources qui permettraient de financer un certain nombre d'actions supplémentaires et de programmes dans le cadre du cadre financier pluriannuel. Donc la question est un peu plus compliquée que simplement dire allez-vous vous reprendre tel quel dans le cadre financier pluriannuel ou est-ce que ça va être à part? Ce sont deux vases, si vous voulez, deux vases communicants qui, avec l'instrument de relance, qui financerait, qui permettrait de dégager les ressources nécessaires pour financer le renforcement du cadre financier pluriannuel. Voilà. Je ne sais pas si Pierre a réussi à résoudre ses problèmes de micro. On va réessayer, Pierre, une dernière fois. Oui, on dirait que oui. Est-ce que ce coup-ci, tu m'entends ou pas?
Oui, absolument, nous t'entendons. Bon, j'ai dû changer de micro, pardon, ça fait pas très professionnel pour un journaliste de radio. Ma question, très précisément, est de savoir si, comme ces propositions germano-françaises ou franco-allemandes correspondent à peu près exactement à ce que la présidente souhaitait, dans quelle mesure y a-t-il eu des consultations et des allers-retours avant la conception et la présentation de ce plan hier? Pierre, c'est quelque chose auquel j'ai déjà eu l'occasion de répondre à de très nombreuses reprises et que la présidente elle-même a évoqué. Bien entendu, la présidente est en contact avec l'ensemble des États membres, ainsi qu'avec le Parlement européen, ainsi qu'avec le président du Conseil européen, afin de recueillir les points de vue, d'écouter les propositions qui peuvent exister chez les uns et chez les autres, ce qui nous permettra, au bout du compte, de calibrer la proposition de la Commission européenne qui sera présentée la semaine prochaine. La Commission, contrairement à ce qu'on peut parfois lire dans les médias, ne vit pas dans une tour d'ivoire. Elle n'est pas en train de concevoir des propositions en isolement complet qu'elle va ensuite simplement distribuer aux États membres. Bien entendu, c'est un sujet qui est extrêmement important pour l'ensemble des acteurs européens et la Commission est en contact avec l'ensemble de ces acteurs. Son rôle, c'est d'une part d'impulser le mouvement et c'est ce que la vidéoconférence des chefs d'État et de gouvernement avait confié comme tâche à la présidente lors de sa dernière réunion. Vous vous souvenez qu'à cette époque, on était sorti de cette réunion en disant très clairement que nous étions satisfaits du fait que les États membres avaient confié à la Commission cette tâche et comprenaient que le cadre financier pluriannuel devait être au centre de notre réponse. Nous sommes en train maintenant de modeler cette proposition, bien entendu, en étant à l'écoute de l'ensemble des acteurs et en faisant en quelque sorte une synthèse mais basé aussi sur notre compréhension et sur nos priorités afin de sortir de la crise. Voilà, je passe. Donc, je pense que nous avons d'autres questions sur ce sujet. I would ask journalists only to keep their hands up if the proposal is related for the moment to the subject that we are discussing, namely the plan. I see lots of hands raised. Okay, so let's start with Tiomir. Press speak, please. Yes, go ahead. Yes, go ahead. You were there. Press the speak button again. Press the speak button again. It's on. You can speak. It's on. You can speak. Hello? Hello? Okay. I love speaking to myself, but there are limits. Let's move to Griselda. Griselda, si tu veux appuyer sur ton bouton speak. Vas-y. Ça ne marche pas non plus aujourd'hui. Oui, voilà, Griselda, vas-y. Voilà, ça va, merci beaucoup. Alors, moi, la Commission a retardé, excuse-moi, 3 fois la présentation de son rapport. Et ma question est essayer de savoir, est-ce que Madame von der Leyen ou les collèges lui-même est inconscient qu'hier, il y avait toutes les capitales suivant la présentation de cette proposition franco-allemande. Est-ce qu'elle n'aurait pas, ou les collèges n'auraient pas bien aimé être le premier à présenter sa proposition puisqu'ils avaient reçu le mandat? Mais il y a eu de très nombreuses suggestions et propositions faites par des États membres, y compris avant la proposition franco-allemande d'hier. Et nous nous réjouissons de la participation active des États membres dans ce débat. Il est essentiel qu'il y ait une appropriation du débat et de la réponse que l'Union européenne va apporter à ce défi.
par les États membres. Par ailleurs, nous ne sommes pas dans une cour de récréation où il s'agit de savoir qui est le premier à présenter quelque chose. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une convergence de l'ensemble des acteurs vers une solution qui sera acceptée par tous. Et la proposition qui a été faite par la France et l'Allemagne hier va dans le bon sens d'après nous et correspond en partie aux travaux que nous sommes en train de mener pour préparer notre proposition. Comme je l'ai répondu à Lily avant, notre proposition va porter non seulement sur l'instrument de relance, le Recovery Instrument, qui est le moyen par lequel on pourra financer les dépenses supplémentaires, mais aussi l'ensemble des programmes nouveaux ou existants qui seront renforcés grâce à ces moyens. Donc, en plus, le succès, comme chacun le sait, je crois que c'est une expression anglaise qui dit « Success has many mothers and fathers ». C'est quelque chose que nous comprenons tout à fait. Les propositions qui ont été faites hier s'inscrivent dans le cadre d'un dialogue existant entre la Commission et les États membres et nous arriverons bientôt au moment où la Commission pourra présenter sa proposition sur base de l'ensemble de ses réflexions et contacts. Let us now move to Jorge Valero, Euractiv. Press the speak button, Jorge. Yes, now? You seem very comfortably seated, so it's very good. I was saying that it's a follow-up question on Griselda's because, I mean, there's been many proposals before, but not as a united proposal by the two largest countries in the EU. And it comes only 1 week before the Commission's proposal. So what I want to know is, when von der Leyen heard that France and Germany were going to put forward this proposal, I guess maybe during these phone conversations over the past weekend, is she welcomed this initiative because somehow it will unblock the discussion where we were in right now, or she felt, and that was her thinking, that she could be limited in the powers and the tasking that she was given precisely by the leader to draft the Recovery Fund proposal. Jorge, the line was slightly broken up, but we welcome the proposal as the President expressed, because there are many elements of this proposal that correspond to our analysis of the situation and to the direction in which we believe we should be moving. It does not mean that the proposal that we will put forward next week will be a copy-paste of the Franco-German proposal, but we are always, of course, happy when two important member states like Germany and France come forward with a common view of what a joint effort could be. We believe that is always helpful in carrying forward the debate. I now move to Tommaso Galavotti. Press the speak button, please. Press the speak button, please. Hello, can you hear me? Yes, go ahead, Tommaso. Yes, go ahead, Tommaso. Good morning. Thank you for the floor. Just one question on the Franco-German proposal, because it was not entirely clear if they meant that the 500 billion should be loans or transfers. I just wonder if we have to expect from the Commission a proposal which will be a mixture of loans and transfers, or only transfers. Thank you. Well, on how to interpret the Franco-German proposal, I would ask you to address your question to them. The term that they use, I believe, is budgetary expenditure, so I think it's rather clear. The President has always said that in our proposal, there would be a balance of grants and loans. So we will see what that balance is when we come out with our proposal next week. I now move to Christian. Christian,
nous te repassons la parole sur ce sujet, je pense. Oui, merci. En fait, hier, en présentant la proposition franco-allemande, la chancelière a insisté sur le fait qu'elle voulait que cette autorisation pour lever des fonds supplémentaires via la marge passe devant le Bundestag. Ce qui veut dire en fait qu'elle n'a pas choisi l'article 122, qui était une base juridique qui aurait été facile, mais qu'elle a choisi la voie la plus difficile, à savoir demander la ratification par les 27 États membres. Est-ce que vous êtes préoccupé par ce choix, sachant qu'il est plein de choses trappes? Est-ce que finalement, dans le choix de Mme Merkel, le diable ne se cache pas dans les détails? Merci. Merci Christian. Ce qui est sûr, c'est que une décision qui nous amènerait à relever le plafond des ressources propres en tout état de cause nécessiterait un accord à l'unanimité par le Conseil européen et une ratification nationale. Donc dans ce cadre-là, il est clair qu'il y aura une implication des parlements nationaux. Ensuite, en ce qui concerne la base légale, il faudra que tu attendes la semaine prochaine notre proposition pour voir quelle est la base légale que nous avons choisie. Ce qui est sûr et certain, et tu es un journaliste extrêmement chevronné, donc je n'ai même pas besoin de le répéter, quand on parle de discussion sur le cadre financier pluriannuel et de manière générale sur le budget européen, le diable se cache toujours dans les détails. Quentin. Voilà. Voilà. Oui, bonjour, excusez-moi. On parle, toujours sur les détails du MFF. Vu que le budget européen, il est vraisemblable qu'il va augmenter de manière substantielle, est-ce que la Commission va aussi proposer des conditionnalités sur l'état de droit, ou est-ce que vous allez renforcer par rapport à la proposition initiale de 2018, ou est-ce que finalement vous estimez que ce que vous avez proposé en 2018 sur l'état de droit est suffisant pour éviter toute difficulté en termes de fraude ou en termes de même de non-respect de l'état de droit par rapport à ces questions-là? Merci. Merci Quentin. Je comprends que tu souhaites avoir des détails de notre proposition avant que celle-ci ne paraisse, mais malheureusement, c'est au moment où la Commission, le Collège aura adopté sa proposition que nous viendrons la présenter en détail. Une chose est certaine, c'est que les considérations d'état de droit sont très importantes pour la Commission européenne et que cela le restera, y compris à l'avenir. Je passe maintenant la parole à Louise. Yes, hello, do you hear me? Yes, Louise, go ahead. Yes, Louise. Great, thanks. Just a quick factual question. Are you planning to publish a new work program next week along with the MFF and Recovery Fund proposals? Indeed. If you can switch off the mic, thanks. Indeed, the proposal next week will also include a revision of the Commission work program. All right, we seem to have exhausted the subject and perhaps also exhausted all of you because I do not see any other hands raised today. Jonathan, no? You're not completely exhausted yet, so we will move to Sandor, perhaps for a new subject. I see 3 hands raised now. Sandor, go ahead. Yes, in fact, 2 subjects. And we had a question, sorry, also on the rule of law, I think. Yeah, go ahead. Yes, one thing is rule of law and what was going on from the European Court of Justice dismissed Hungary's transit zone in Röszke, and today now one government official said that Hungary will actually disregard this decision by the European Court of Justice. So I would like to know what are the next steps if the Hungarian government notifies the Commission that they won't accept this decision on the transit zone. And the second question is on borders. Should I go ahead now and you answer for 2 questions, or?
Yes, go ahead, because they're both, well, no, the first, Okay. the first is more for Christian, I believe. Is that Albert, actually, as well? Okay, so go ahead. Okay, the second question is Go ahead. some MEPs from non-Schengen countries are complaining and are asking the European Union when the border checks will be lifted probably this summer or later. Those countries who are not in the Schengen zone will be kind of left behind because they will still have border checks. And the question is, does the Commission think that it's a good momentum to go ahead with the talks and to let Romania and Bulgaria finally in the Schengen zone? Thank you very much. Thank you, Sandor. Pass the floor to Adalbert. Hello, and Iona Pot, Shandor. Oh dear. Bad. Adalbert, perhaps cut your video and only use your mic. Can you hear us? Hello? Yes. Can you hear me? Absolutely. Much better now. Go ahead. Okay, super. Yeah, so as I was saying, I did not actually manage to hear the second question, so I will maybe start by answering the first one. And on that, I already had the opportunity to answer a similar question yesterday, and I think our position as regards the primacy of EU law and the necessity for national authorities to follow up and implement the judgments and decisions of the European Court of Justice. Our position on this is well known. Now, as regards any next steps in this particular case, in this instance, it was a request for preliminary ruling, so it is now for national authorities to implement it. And I think this is as far as we can go right now. And of course, we'll follow the situation very closely, as we always do, as part of our duties as guardian of the treaties. Now, if I could maybe ask you to repeat your second question, that would help me enormously. Adalbert, yeah, the second question was related to Schengen and the accession of Romania and Bulgaria to Schengen. Would the deconfinement movement that we're seeing now and the debate surrounding the tourism season not be the appropriate moment to let Romania and Bulgaria join the Schengen space? Yes, also on this, I have to say we do not have any new positions. So this is our position on this issue is well known, and currently these are questions that are in the hands of the Council. Okay, thank you, Adalbert. I only see one more hand raised for the moment. Tommaso, you're asking for the floor again. Go ahead. Go ahead. Yeah, I apologize for taking advantage of you, but it's just a question on competition, if I may. It's a technical question. I wonder if in the temporary framework on the state aid rules, is there anything envisaged for the payment of an extraordinary dividend by a company which receives state aid or not? Thank you. Arianna. Hi, Tommaso. I hope I have understood the question correctly. You were asking about dividend payments to companies that have received aid. So, you might have seen that in the second amendment to the temporary framework, introducing the possibility to recapitalize companies, there are conditions on dividends that normally cannot be paid until the state participation falls below a certain threshold. For the other types of aid, there's no specific mention to dividends, but I'm happy to check further and get back to you bilaterally. Follow-up, Tommaso. If I may, it was on, I was asking about extraordinary dividends, not ordinary dividends. Is there anything like that in the guidelines or not? Thank you. I'll be very happy to check and get back to you bilaterally because
would want to check this, That yes. is indeed a very, very tacky question, but Ariana will look into it. I'm not sure that the proposal made a distinction between the two, so we'll have to check. Thank you, Tommaso. I do not see any further questions, so we will close this midday briefing. Thank you very much. Tomorrow, as you know, there are two press conferences that will replace the midday briefing. Then Thursday and Friday, we are closed, and therefore we will have the pleasure of seeing you again here in the press room on Monday. Thank you very much.